Socio-anthropologie rurale, structure, organisation et changement du Maghreb au Maghreb, c'est le livre dont on parle ce matin avec son auteur, Hassan Rachir. Édité chez La Croisée des Chemins, ce livre se veut un manuel critique et un recueil de textes, façon modeste, si je peux me permettre, de présenter un travail fouillé, un travail d'anthropologue qu'on aurait eu l'honneur d'avoir comme professeur. Passé cette petite parenthèse d'avis personnel que vous m'excuserez sans doute, l'objet même du livre nous renvoie à une question centrale. Accordons-nous aux objets d'étude que nous choisissons les méthodes appropriées qui leur convient véritablement et qui prend acte de ce qu'ils reflètent vraiment, pas toujours sûr. Lorsqu'on parle de communauté pour décrire le monde rural, rendons-nous compte de la réalité de ces individus et vice-versa. Quelle place ont les uns et les autres dans notre recherche? Une approche est-elle meilleure qu'une autre? Faut-il nécessairement combiner les deux? Pour paraphraser l'auteur et en profiter pour poser une autre question, est-ce que le holisme, qui est, je cite, cette vision totalisante de la société et de la culture, en ce sens qu'elle postule la subordination de l'individu à la société et l'existence de connexions entre les différents secteurs socio-culturels de la société sans prendre en compte les individus et leurs actions, ce holisme permet autre chose que d'ancrer dans les esprits cette idée reçue selon laquelle l'individualité est inexistante dans les sociétés traditionnelles rurales. Il serait trop prétentieux de vouloir résumer le livre d'aujourd'hui, ce pourquoi j'y substitue à dessein une série de questions. Je présente tout de même l'auteur Hassan Rachir. Il est anthropologue, professeur et directeur du Centre marocain des sciences sociales à l'université Hassan de Casablanca, professeur visiteur dans des universités américaines, européennes et arabes. Il a consacré ses premières recherches de terrain à l'interprétation des rituels et aux changements sociaux en milieu rural. Il s'est intéressé ensuite à l'étude des idéologies, au processus d'idéologisation de la religion et à la sociologie de la connaissance anthropologique. Il est auteur de plusieurs ouvrages, entre autres Comment rester nomade en 2000, Symboliser la nation en 2003 ou encore Éloge des identités molles en 2016. Hassan Rachir, bonjour. Bonjour et merci pour la présentation. Donc, merci. Je vais me contenter de donner des exemples parce que l'essentiel est dit. Merci d'être avec nous. En tout cas, une question de méthode avant d'évoquer la ruralité, si vous permettez. Est-ce que la méthode dépend du sujet ou l'inverse? Est-ce qu'il y a des sujets qui se prêtent plus à l'individualisme méthodologique et d'autres auxquels il conviendrait de passer par le holisme méthodologique? Alors, j'appartiens à une tradition où il faudrait partir des individus, quelle que soit la communauté. Donc, faire l'hypothèse qu'il y a des individus, au sens moral, pas au sens physique, parce qu'au sens physique, ils sont là, ils ont des prénoms, ils ont une histoire, une biographie, etc. Et donc, je préfère partir de l'inverse et de dire, il y a des actions individuelles, il y a des acteurs, il y a des processus sociaux, il y a une marge de manœuvre des individus, et puis si je ne la trouve pas, tant pis. Donc, parce que si on fait l'inverse et on dit, bon, c'est ce qu'on fait souvent lorsqu'il s'agit de communautés rurales et traditionnelles, vous avez parlé de holisme, c'est de dire, bon, le modèle, on le connaît depuis longtemps, le modèle de communauté, de solidarité mécanique, de Durkheim, etc., la soumission des individus au groupe. Et souvent, on substitue ce modèle, moi je n'ai rien contre ce modèle, en tant que cadre de référence. Mais quand on substitue ce modèle aux communautés observables et observées, à ce moment-là, j'ai des problèmes. D'accord. Partant de ce que vous dites, Hassan Rachir, le monde rural, est-ce que ce n'est pas un réducteur en soi? Est-ce qu'il faudrait plutôt parler de ruralité au pluriel? Vous savez, quand on parle de ruralité, du rural ou de l'urbain, ils ne sont pas forcément liés à des espaces physiques. Donc il y a des modèles. Bon, si on dit par exemple, la ruralité, c'est l'interconnaissance, c'est la relation de face à face. Ça ne veut pas dire que ça n'existe qu'en campagne. Maintenant, dans certains villages touristiques, on peut trouver de l'urbain, de l'anonymat, des relations relativement segmentaires. On ne va plus connaître la personne en tant que telle. Ses ancêtres, son grand-père, sa belle-mère, etc. On va connaître le rôle, comme un peu entre nous. Il y a un prof, il y a un chauffeur de taxi, il y a ceci, etc. Et en ville, on peut trouver également, à Casablanca, on peut trouver le rural et la ruralité. Donc ce n'est pas des concepts physiques liés à des espaces physiques, c'est des modèles de comportement, de relations sociales, de degré de la connaissance des uns et des autres. Nous sommes ce matin avec Hassan Rachir, auteur du livre Socio-anthropologie rurale, structure, organisation et changement au Maghreb. Loubna Sarraj pour notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors moi j'aurais deux questions, une plutôt sur la forme. Je voudrais que vous nous en disiez plus par rapport au format choisi, parce qu'il faut souligner que sur 300 pages, il y a un peu plus d'une centaine qui est dédiée au texte de référence. Pourquoi ce format?
et donc du coup à qui s'adresse, on va dire majoritairement votre ouvrage. Et la deuxième question, plutôt une question sur le fond, sur la manière avec laquelle vous abordez la norme et la manière avec laquelle justement les communautés dites rurales se adaptent la norme, et ce n'est pas, on a l'impression que voilà, ce qu'on a dans la tête, c'est que les communautés rurales, pour dire que, pour utiliser un peu ce vocable valise, s'assujettissent, je vais y arriver, à une norme, l'appliquent et n'en dérogent pas. Or, à la lecture de l'ouvrage, on se rend compte que ce n'est pas aussi clair que ça, c'est pas aussi malléable que ça. La norme reste parfois théorique. Est-ce que c'est une vision un peu fantasmée de ce qu'on a du monde rural, ou est-ce que, voilà, que vous nous en disiez un peu plus? Alors, sur la forme, vous savez, dans les universités européennes, dans le monde occidental en général, il y a une sorte de division entre ceux qui font de la recherche et ceux qui font de la dissémination, de la vulgarisation des textbooks, les traités, etc. Au Maroc, comme nous sommes très peu nombreux, donc la division des tâches est trop simple, et donc le chercheur peut également jouer le rôle de disséminateur, de vulgarisateur des sciences sociales. Alors, nous n'avons pas au Maroc une tradition des textbooks, des readers. On l'a pas. Donc un étudiant vient à la fac, rien, quelques petits manuels, mais les textbooks, c'est-à-dire le fait de donner à l'étudiant et à l'étudiante une introduction théorique avec des illustrations de texte, et l'inviter à aller aux sources et dire, bon, je ne suis qu'un transmetteur d'eux. Donc, je vous aide à aller aux sources. Et donc, les textbooks, grâce à la faculté des lettres de Rabat et son doyen, Mourad Mohoub, mais grâce également à la croisée des chemins, et à Abdelkader Tnani, à Loubna Serraj aussi. Hein. Donc, nous avons créé, à SM2S, Centre marocain des sciences sociales, nous avons créé cette collection. Oui. Donc là, c'est le premier nouveau-né, mais il y a un autre de Abdelrahman Rachir sur la sociologie urbaine et d'autres. Donc voilà un peu le format, c'est une mise au point critique de ce qui existe d'essentiel sur la discipline, et puis le tiers est dédié au texte qui illustre un peu. Et donc, dans le texte, on dit à l'étudiant, à l'étudiante, au lecteur en général, parce que bon, il n'y a pas que les étudiants, je le souligne. Les médecins travaillent, les vétérinaires travaillent dans le monde rural. Ben, je viens de rencontrer un vétérinaire promotion 87 ou 86 à l'INAV qui m'a dit je vais le lire. Et donc il l'a acheté à Marrakech. Bien. Sur le contenu, c'est le plus important. On suppose que la norme est claire. Pas uniquement pour le rural, hein, pour les sociétés musulmanes, traditionnelles, ceci et cela. Que la norme est claire, est rigoureusement bien définie, donc on sait que la norme soit religieuse ou morale ou juridique, et puis qu'elle est bien comprise par les gens, et qu'une fois comprise, ils l'acceptent, et quand il l'accepte, il l'applique, ou il la transgresse. Pardon, soit il l'accepte, il l'applique, non, il l'accepte, ou il la transgresse, et s'il l'accepte. Et donc, il y a 4-5 phases dans ce processus de décision. Moi, j'ai eu la chance d'assister à des jma'a. J'ai eu la chance d'écrire des processus de mobilisation, de conflit. Au ras du sol, comme disait Jacques Perk. Les actions, les individus, les noms, celui qui a frappé à la porte, comment il a fait, etc. Et donc, lorsqu'on laisse de côté ce modèle totalisant, holiste, on se dit, les processus sociaux. Je suis un fan de la description des processus sociaux, même quand il s'agit du nationalisme, symboliser le Latif, le mouvement berbère, il me faut des noms, il me faut des acteurs, il me faut des espaces. Ils étaient à la mosquée, à la plage, à la zaouia. Bon, je ne vais pas dire... Donc voilà, ça n'a rien à voir avec uniquement rural, c'est une démarche. Et donc, le rapport à la norme, je donne 2 exemples, parce que l'essentiel, je l'ai dit tout à l'heure, a été dit. 2 exemples. Le premier exemple, 2 villages. J'ai travaillé sur une tribu où il y a 3 villages. 2 villages, une amende, il y a la police des terroirs, c'est des gens qui font leur propre police. Une amende, celui qu'on surprend en train de cueillir
des noix, il y a une amende, 50 dirhams pour les hommes, 20 dirhams pour les femmes, 10 dirhams pour les enfants. Village A. Village B, 50 dirhams pour les hommes et les femmes, 10 dirhams pour les enfants. Même village, il est à 20 minutes. Donc s'il y a une tradition quelconque, donc il aurait pu l'appliquer. Donc c'est que les gens discutent. Quand j'ai posé la question à la personne, un leader, il m'a dit, écoutez, pour nous, une femme qui va au terroir, qui est à 2 kilomètres, à 1 kilomètre du village, pour nous, c'est un homme. Donc, moi, je n'ai jamais trouvé une tradition quelconque. Il y a la jma'a, il y a ce que j'appelle de l'indétermination juridique. On commence le film, personne ne l'a vu. Donc, on commence et les gens tâtonnent. Et puis, ils sortent sans prendre de décision. Il y a des descriptions de jma'a dans le livre. Voilà. Quelqu'un dit non, on va appliquer le principe A. Les autres disent non, le principe A, ça ne nous arrange pas. Il faudra appliquer le principe B. Alors que nous avons une idée de la jma'a, que les gens sont là, il y a une tradition, et les gens vont l'appliquer, et on sort, et on est content, et on mange du couscous, et on s'en va. Ce n'est pas si simple que ça. Voilà pour la norme. J'étais un peu long, je m'excuse. Non, je vous en prie, Hassan Rachid. Nous parlons de votre livre, Socio-anthropologie rurale, structure, organisation et changement au Maghreb. Talal Shakir, à vous la parole. Oui, bonjour. Alors, quand on parcourt, effectivement, quand on lit votre livre, on sent qu'il y a une belle inspiration de Bourdieu sur pas mal d'éléments, mais aussi d'Urkheim par rapport à la solidarité, notamment mécanique et organique. Et puis, vous définissez clairement l'une et l'autre, la première traditionnelle, beaucoup plus fermée, beaucoup plus dure. Aujourd'hui, on assiste à une urbanisation où on voit quand même que la solidarité mécanique existe encore, par le biais de la famille, par le biais de la modélisation de la pensée. Donc, il y a pas mal d'éléments. Alors, est-ce que pour vous, finalement, la construction sociale passe par la conjugaison de ces deux solidarités et que c'est ce qui va permettre une évolution, en tout cas, d'une société, quelle qu'elle soit urbaine ou qu'elle soit rurale? Alors, ma démarche, en tout cas la tradition en sciences sociales à laquelle j'appartiens, s'inspire d'un principe qu'on appelle le braconnage. C'est bon? Oui. Le braconnage. Alors, c'est quoi le braconnage? Je n'ai pas une tradition en tête, qu'elle soit durkheimienne, ou qu'elle soit bourdieusienne, ou qu'elle soit... Je ne sais pas, dans un rapport comme ça de maître-disciple. C'est ce que je fais avec mes étudiants également. Et donc, tout dépend de la question. Mais quand j'ai dit tout à l'heure, c'est les processus qui m'intéressent. Si je décris les processus, et si je trouve du Durkheim, je ne vais pas dire non. Et dans le Ma'rouf, ma thèse, j'ai dit, bon, les Français, les anthropologues qui étaient durkheimiens auraient pu trouver dans ce repas sacrificiel, consommé en commun par les villageois, au sud du Maroc, mais également ailleurs, auraient trouvé le modèle durkheimien. Le groupe qui mange ensemble, qui sacrifie ensemble. Et je peux être durkheimien dans ce sens. Parce que les processus que j'observe invitent Durkheim. Mais je peux ne pas l'être également pour les conflits. Et les individus. Je peux ne pas l'être. Et donc, par exemple, Durkheim aurait dit, pour prendre l'exemple du Har, que je cite, oui. Le Har, c'est un peu un rituel qui peut être sacrificiel ou non, à travers lequel on oblige une personne à se soumettre ou à réaliser un souhait, une revendication, etc. Ce Har-là, si j'étais durkheimien, j'aurais dit, oui, nous sommes dans une solidarité segmentaire, mécanique, il y a un rituel. Lorsque le rituel est fait, les gens doivent s'y soumettre. Et la soumission au groupe. Soumission au groupe, soumission à Har, etc. Sauf que lorsque j'ai travaillé sur ça, sur le Har, au début des années 90, j'ai trouvé que les gens, ils ont des moyens pour détourner le Har, et des moyens normatifs. C'est pas des moyens individuels, j'invente des choses, non, c'est des moyens normatifs. Je vais pas en parler, mais je vais parler des élections. À Khnifra, et il y a un chef qui a demandé à un autre chef, toujours par le biais du Har, que les
les membres de son village votent pour lui. Normalement, lorsque alors qu'est-ce qu'il a dit? Là, c'est l'individu. C'est pas de la norme. Il lui a dit, écoute, moi, je vote pour toi. Tu es venu, tu as sacrifié sur le seuil de ma maison, je vote pour toi. Mais pour que les autres le fassent, il faudra aller également égorger. Que vous fassiez pareil pour les autres. Donc, voilà, chaque habitant du village. Chaque habitant du village. Ce qui est impossible. Donc les gens, on n'a pas le temps pour donner un maximum d'exemples, mais dans le livre, il y a plusieurs exemples où il y a les stratégies individuelles, où je montre que la norme est malléable, qu'elle est négociable, même lorsqu'on dit l'amende est à 50 dirhams, comme ici. Hein, sans tomber dans la déviance. Pardon? Sans tomber dans la déviance. Non, de la négociation. De la déviance, il y en a également, on peut l'observer, bien sûr. De la transgression, il y en a. Non, on est toujours dans la manipulation, comme la norme est vague, chacun l'interprète. Vous dites d'ailleurs, dans notre cas, c'est la norme elle-même qui offre des solutions et des options pour éviter le haraj. Oui, c'est les normes elles-mêmes. Donc il faudra tout simplement être attentif également aux options normatives que les gens ont. Il n'y a pas une norme, il y a des options normatives. Et donc, nous poursuivons le tour de table avec Rachida Chahachi, cette fois-ci, pour notre invité Hassan Rachid. Bonjour. Alors, votre ouvrage est ouvertement didactique, c'est revendiqué dans le 4e de couverture, et d'ailleurs, on le voit dans la structuration du livre, qui est très agréable à lire. Alors, si j'ai bien compris, vous mettez en garde les lecteurs, qu'ils soient étudiants ou chercheurs, contre deux biais ou deux dérives méthodologiques. La première étant un holisme absolu qui entend essentialiser les catégories, qui les rend manipulables facilement, mais qui ne reflètent plus la réalité, qui nie l'individualité. De l'autre côté, l'autre dérive méthodologique étant de partir de l'individualisme méthodologique et de ne réduire la société qu'à un ensemble d'interactions entre individus totalement éthérés, n'ayant pas de lien entre eux, sauf des liens contractuels ou des liens d'interaction. C'est un peu la Gesellschaft chez Ferdinand Tönnies. Et que dans ce schéma, vous arrivez à articuler le sujet individuel avec le sujet collectif à travers la norme et la marge interprétative de la norme, qui permet une forme de mariage assez subtil entre l'individualité, entre la dimension de la conscience collective et du sujet collectif. Et qu'effectivement, j'avais une question que Talal avait évoquée, la question du seuil de tolérance de la marge interprétative de la norme, à quel moment on quitte la norme et à quel moment on demeure ancré dans la norme, parce que ça me fait penser à une métaphore dans Ulysse, quand de retour il est charmé par le chant des sirènes, il s'attache avec une corde au mât du bateau, comme ça il peut tendre vers les sirènes, mais sans jamais en mourir, et il demeure attaché. Et que la longueur de la corde, c'est un peu la marge interprétative de la norme, mais qui relève en réalité souvent du sophisme, parce qu'on voit dans les cas que vous donnez, il y a de la mauvaise foi, je veux dire, des fois, dans la manière d'interpréter la norme, pour des raisons tout à fait pragmatiques et pour éviter de payer ou pour échapper à une corvée ou à une responsabilité. Par contre, ma question, elle est par rapport à... Enfin, j'aime pas faire le reproche d'un livre qu'on n'a pas écrit, peut-être c'est votre choix, mais vous ne parlez qu'au niveau de la conscience collective ou individuelle. Mais à aucun moment on ne perçoit la dimension de l'imaginaire ou de l'inconscient collectif, qui structure également les liens entre les individus, la manière de se représenter le monde, l'origine même des normes et le rapport aux normes. Parce que j'ai cherché dans la bibliographie des gens comme Gilbert Durand et d'autres. J'ai pas trouvé. Est-ce que c'est un choix? Peut-être que ça va être l'objet d'un autre ouvrage ou pour d'autres raisons. Non, c'est l'objet d'ouvrage que j'ai déjà publié. Précédemment, d'accord. Oui. Donc j'ai commencé par le rituel. J'ai travaillé sur le rituel et sur le sacrifice, sur la représentation du sacré. Mais vous avez raison de le souligner, et je le dis au début du livre, la ruralité et la socio-anthropologie, c'est très vaste. Donc je me suis dit, comme le chameau est assez grand, donc il faudra le découper et prendre quelques petits morceaux. Et là où j'aimerais discuter avec vous, est-ce que c'est les bons morceaux pour commencer une étude sur le monde rural? Donc, les structures tribales, les structures sociales, les processus sociaux, l'organisation sociale, la morphologie sociale et l'espace, moi je trouve que c'est les trois bonnes portes pour aller à l'imaginaire. C'est un point de départ. Oui. Voilà, c'est un point de départ. Donc, je ne réduis pas ça, bien sûr. Il y a l'imaginaire, il y a les rituels, il y a les représentations, il y a l'éthique, il y a la morale, il y a plusieurs questions que je n'ai pas traitées ici, mais un livre est un livre. Donc, tout à fait. Mais vous avez raison. Et même une confidence
comme ça, ou un aveu. Pour chaque livre, j'ai un dossier que j'appelle chute. Et dans les chutes, il y a ça. Il y a l'imaginaire, l'inconscient collectif, il y a le rituel, etc. Donc, mais déjà, le livre est assez volumineux. Mais merci de l'avoir souligné. C'est une invitation à lire vos autres livres. Oui, sur symboliser la nation, je suis anthropologue, donc les politologues s'intéressent à des processus politiques. Moi, je m'intéresse à des processus symboliques liés à des processus politiques. Non, mais si vous permettez, pas un reproche, mais peut-être une impression, parce que peut-être quelqu'un qui n'est pas initié à la démarche de la sociologie de l'imaginaire pourra percevoir les sociétés rurales ou traditionnelles ou prémodernes en général, parce qu'on parle également des sociétés composites, vous en parlez, comme relevant d'un pur pragmatisme, avec un calcul froid et composant avec des normes uniquement au niveau formel. Alors qu'en réalité, on sait très bien qu'il y a une transcendance, qu'il y a un contenu symbolique. Donc peut-être qu'un non-initié pourrait partir... Oui, mais si on dit aux non-initiés, c'est les 3 premières portes, que derrière les 3 grandes portes, il y aura d'autres portes. Bon, je pense qu'il comprendra. Après avoir expliqué que la plupart des recherches sont passées par la démarche holiste, en ce qui concerne notamment la société du House, pour la citer, vous dites, Hassan Rachid, page 201 de votre livre, nous devons nous poser la question, c'est tout l'objet de notre discussion depuis le début, nous devons nous poser la question de savoir si ce n'est pas le choix d'une approche holiste qui a fait que la majorité des études en milieu traditionnel a créé, cultivé et exagéré l'idée d'une communauté traditionnelle sans individu. Et plus loin, vous dites l'absence de l'autonomie et de l'individu dans les sociétés rurales traditionnelles est un préjugé qui n'est pas question de remplacer par un autre, mais simplement de le soumettre à l'épreuve d'une observation prenant en compte les acteurs et les processus dans lesquels ils sont engagés. Fin de citation. Si on passe par une autre forme d'observation, est-ce que vous pensez qu'on serait surpris? Ça, vous l'avez dit, en quelque sorte, mais voire même que les résultats seraient contradictoires. Mais si les résultats sont contradictoires, qu'est-ce que cela voudrait dire? Non, il s'agit pas de résultats contradictoires, il s'agit tout simplement de se dire, je ne suis pas là pour substituer un modèle à un autre. Tout simplement. Donc, ça a été bien dit par Talal Rachid, par Rachid Hachachi, pardon. Je reconnais les voix, mais pas les visages, mais bon, c'est pas grave. Alors, donc, l'essentiel, c'est de se dire, bon, ça a été dit par tout à l'heure, le modèle individualiste, le choix rationnel, etc., bon, je ne le rejette pas non plus. Mais je ne vais pas substituer le choix rationnel ou l'individualisme méthodologique à Durkheim. Les 3, les 4, les 5, je peux les avoir comme ça, sous les yeux, et voir par rapport au processus observé, lequel est pertinent. Donc, souvent, on est binaire en sciences sociales, on est très binaire, soit ceci, soit cela. Moi, je ne suis ni ceci, ni cela, donc j'essaie de puiser dans les traditions. On va dire, oh, il est éclectique. Non, je ne suis pas éclectique. C'est les autres qui sont trop rigides. Moi, je ne suis pas éclectique. Il me faut un modèle plus souple qui me permet d'être libre dans mes choix. De ne pas être Bourdieu, de ne pas être Durkheim, de ne pas être Weber, de ne pas être Gill, c'est d'être Hassan Rachid qui mélange un peu, qui braconne. Nous sommes ce matin avec Hassan Rachid, auteur du livre Socio-anthropologie rurale. La parole est à vous, Morceda Kalami. Oui, moi je suis très ému, très intimidé. Là, je me sens un petit peu comme un amateur de musique face à une rockstar. Je voulais remercier M. Rachid pour son travail. Juste pour les auditeurs, pour rappeler qu'alors là dans un cadre collectif, il avait travaillé à un ouvrage qui est maintenant un ouvrage de référence, qui s'appelle L'Islam au quotidien, qui est, je crois d'ailleurs, la seule étude sociologique sur les pratiques de l'islam dans un pays majoritairement musulman, en l'occurrence le Maroc, et qui est donc très très intéressant si on veut parler de ce qu'est la place de la pratique religieuse au Maroc. Je voudrais le remercier tout personnellement, puis aussi l'indiquer aux éditeurs, parce que c'est un tout petit ouvrage, très court, petit format, aux éditions de Fenech, qui s'appelle Symboliser la nation, qui a été invoqué plusieurs fois, qui refait l'histoire notamment de la naissance, la réaction marocaine face au daïr berbère. Et c'est un morceau d'histoire très très important dans l'histoire marocaine, on en a bien conscience. Et l'ouvrage est vraiment simple, facile à lire et très instructif. Donc je ne peux qu'encourager les auditeurs à y retrouver. Il est
pas cher non plus, donc là on n'a aucune excuse. Donc sur celui qui nous amène aujourd'hui la socio-anthropologie rurale, il est vrai que là c'est plus spécialisé, c'est plus épais, donc il faut avoir un peu plus d'intérêt pour le sujet. Mais c'est vrai que l'ouvrage est didactique, donc c'est un textbook, vous le disiez, vous l'avez dit à l'antenne, vous le dites dans l'introduction, pour préparer les étudiants, mais pas seulement, à comprendre la démarche. Moi, je suis très sensible à votre aspect braconnier. Je pense que maintenant je comprends pourquoi j'aime tant vos ouvrages. Je suis très sensible à ça. Et puis, somme toute, ce que vous décrivez, l'idée de vous avez pas besoin d'être de répéter du Durkheim ou de répéter du Bourdieu ou de répéter ceci ou cela. En fait, c'est quand même la base de la démarche scientifique, puisque là nous parlons de sciences sociales, il faut partir de l'observation. Grosso modo, c'est ce que vous expliquez dans cet ouvrage, c'est que d'abord l'observation et après, quand on veut en tirer une analyse, on va utiliser les outils ou les concepts, les différents outils ou concepts disponibles, susceptibles de mieux expliquer les dites observations, ce qui est somme toute de bonne science, si je puis dire. Bon, c'est mon avis personnel, mais je pense. Donc effectivement, on voit, ça fait très plaisir à lire. Cette opposition, cette idée de dire votre refus de la théorie holiste, d'usage holistique de la théorie holiste, revient à nous dire que, somme toute, si tradition il y a, la tradition n'est pas le manuel d'entretien d'un Boeing 747, et que donc, à chaque fois qu'elle va être invoquée, elle va être négociée, et les différents acteurs, somme toute, la font vivre. Donc, on peut pas, elle n'a pas été figée dans le marbre et répétée depuis. Elle a toujours été vivante et elle a toujours évolué. En ce sens, c'est assez intéressant. Maintenant, la question que j'aurais voulu vous interroger sur la société composite et le rôle de l'État dans comment la ruralité change, comment l'intégration de la logique capitalistique, à savoir que le tracteur et le rendement du champ va devenir une préoccupation plus prégnante dans les jeunes générations, chez les fils, que vous opposez entre guillemets au père pour nous faire comprendre qui s'opposent, didactique, hein, voilà, et qui s'opposent, hein, parce que eux vont être soit dans une logique salariale, soit dans une logique de rendement. Et vous expliquez que vous dites la société composite. Par opposition aux pays dits socialistes, qui eux avaient pour une politique très volontariste de faire du passé table rase et avait tout changé d'un coup, et que donc les pays où cette transition se fait plus doucement, vous appelez ça composite. Donc ça, effectivement, on est dans le sujet, mais il y aurait aussi quand même un point sur lequel j'aurais voulu vous interpeller, une deuxième question qui est peut-être plus à voir avec un autre de vos ouvrages, mais sur la question de la pratique de l'anthropologie au Maroc. Donc je comprends qu'il y a eu un moment où l'anthropologie marocaine a eu besoin de reprendre la propriété de sa propre anthropologie. Les Marocains ont le besoin de se définir. Mais ce que j'aimerais, c'est est-ce que vous pensez qu'un jour on va avoir des anthropologies de l'Amazonie ou des steppes de la Mongolie par un corpus marocain qui viendra discuter avec le corpus occidental sur la vision de civilisation dite lointaine. Écoutez, il faut créer une fondation Mortada. Vous savez combien ça coûte ? Comme fondation Ford, comme toutes les fondations qui financent les recherches. Alors, je vais pas réagir, bien sûr. Il y a des. Si vous avez un mot. Il y a beaucoup de il y a beaucoup de propositions sur lesquelles je suis d'accord. Donc, par rapport à l'anthropologie, vous savez, on nous dit, vous êtes les anthropologues indigènes. Et dans mon livre, je commence Le proche et le lointain, un siècle d'anthropologie au Maroc, qui est pas un textbook, mais qui est une mise au point de ce qui a été écrit sur le Maroc, sur le caractère marocain, sur la mentalité marocaine, la marocaine, etc., l'esprit juridique marocain, le marocain négociateur, etc. Donc c'est un livre, et je commence par me situer, j'ai dit, l'anthropologie indigène ne m'intéresse pas. Je ne suis pas indigène, je peux pas l'être, et donc, quand je circule, je découvre, etc. Mais l'inverse est également, est-ce que il y aurait un intérêt quelconque, pour les chercheurs marocains, pour les chercheurs arabes, pour l'État marocain, pour, je sais pas, une organisation arabe, que nous étudions d'autres civilisations que les nôtres, et d'aller
apprendre leur langue, leur dialecte, etc., comme font les Américains et comme font les Européens. L'enjeu n'est pas là. Déjà, l'enjeu, faire de la recherche, de l'anthropologie au Maroc, c'est immense comme enjeu. Mais nous poussons nos étudiants. J'ai poussé mes étudiants, quand j'enseignais au Liban, l'un de mes étudiants était là-bas, donc il préparait un mémoire de DEA. Il m'a dit, je vais travailler sur les écoles coraniques à Marrakech. Je dis, tu es au Liban. Travaille là-bas. Pourquoi tu vas retourner au Maroc? Donc il a travaillé sur Sadr, sur la jeunesse du mouvement chiite, etc. Donc nous les poussons. Il y a d'autres qui ont travaillé sur l'Algérie, d'autres qui ont travaillé sur le Sénégal, qui travaillent sur le... Pas forcément à cause de moi, mais bon, il y a cette... Mais parce que maintenant, il y a une volonté du Maroc, de l'État marocain, à mieux connaître l'Afrique. Donc nous pouvons accompagner des volontés, des enjeux qui sont déjà là. Mais là, attention, je peux être à la CIA comme je peux être, comme je peux être un anthropologue. Donc, alors, il faudra aller sur les bouts des doigts. Hein, donc. Rachid Achachi, pour notre invité, l'anthropologue Hassan Rachid. Par rapport à la tradition et à la norme, je pense que Mourtada vous a mal lu. Et vous allez me corriger si je me trompe. En tout cas, qu'il a projeté dans votre livre quelque chose qui n'y est pas. Ça, c'est votre guéguerre, hein. Vous appréciez, hein. Bonne observation pour un anthropologue. Non, mais ça anime. Non, bien sûr. Il faudra qu'il y ait pas de la polémique, mais de la discussion et du débat. Non, je suis un peu, maman. Vous retrouvez en position d'arbitre, hein. Alors, bon, je m'explique. C'est que le paradigme dans lequel vous situez votre raisonnement est celui, vous le dites clairement, de l'oralité. C'est que la marge interprétative des normes est rendue possible en grande partie du fait de la prédominance de l'oralité qui permet des marges interprétatives et des marges d'erreur et une forme d'organicité que la tradition écrite permet moins ou largement moins. Et que si on s'inscrit dans une démarche synchronique, on pourra percevoir la société marocaine, avec toutes les limites que cela implique comme démarche, comme étant la juxtaposition de différentes réalités qui coexistent, dans un schéma éventuellement de subordination. Parce que d'un côté en bas, on a le mythos qui prédomine, à travers un ensemble de mythes, de récits qui structurent, qui légitiment les normes, qui donnent un cadre épistémologique aux individus. Au-dessus du mythos, on aura un logos religieux qu'on pourra appeler tradition, qui est écrite, celle des fuqaha, celle du fiqh, de la aqida, où il y a une marge interprétative, bien entendu, qui est l'ijtihad, mais également le qiyas et d'autres moyens, mais qui est l'apanage d'une caste et qui n'est pas autorisé à tout un chacun. Et donc là, ni la jama'a, ni les individus, ni les familles n'ont le droit de transgresser ce privilège qui est celui d'une caste, celle des ulama, ou celle des prêtres, ou celle de... Ça dépend des régions, dans le cadre d'une tripartition du mésélienne, et que au niveau de la tradition écrite, on n'est plus dans le même paradigme, on n'est plus dans la même logique. Et qu'en général, cette tradition orale, avec la marge interprétative autour de la norme, échappe en réalité au pouvoir centralisateur de la tradition écrite, qui en général est articulé autour du pouvoir politique et du pouvoir économique. Et donc en réalité, on est dans un rapport de force entre la périphérie qui jouit d'une autonomie périphérique et d'une liberté, d'où l'organicité, le côté pragmatique, et de l'autre côté une tradition qui n'est pas toujours articulée autour d'un pragmatisme du quotidien, mais qui est plutôt articulée autour d'un pragmatisme du pouvoir politique et du pouvoir économique, et qui de fait ne peut pas tolérer une grande marge interprétative. Donc ce n'est pas dans l'absolu, la tradition est fantasmée, toujours fantasmée avec un grand T, il n'y a que les normes, mais non, c'est plutôt en fonction du paradigme dans lequel on se situe, et du topos également, puisqu'on est également dans la géographie, dans lequel on se situe. Est-ce que j'ai tort? Je réagis. Moi je partage beaucoup de choses, il y a plusieurs niveaux. Sur l'oralité qui permet davantage la liberté, est-ce que l'oralité ou l'écrit, ça dépend. Je suis en train de travailler sur la jeunesse du fondamentalisme fin 19e siècle. Afghani, Abdo, etc. Et je les suis jusqu'aux frères musulmans. Ça, c'est l'écrit. C'est la tradition écrite. D'accord? Je parle de bricolage. Parce qu'il n'y a plus de caste, qui est la garante de la tradition écrite. Non, mais ils font partie. Abdo, normalement, doit faire partie de la caste et Afghani doit faire partie de la caste. Nous sommes encore à une étape de l'histoire où c'est le alim qui devient intellectuel.
Là où vous aurez raison, c'est avec le Benna, les instituteurs, ceux qui ne sont plus dans la caste, qui sont instituteurs, ou qui sont ingénieurs, ou médecins, et qui vont essayer d'avoir également le monopole de l'interprétation des textes sacrés. Mais là, on est encore dans le alam qui va devenir intellectuel, activiste, réformateur, etc., etc. Donc le bricolage, si vous prenez la ilaha illallah, il y a de Dieu que Dieu, Abdou va l'interpréter dans le monisme, et puis pour discréditer tout ce qui est associationnisme, culte des saints, etc. Le même slogan, entre guillemets, la ilaha illallah, va être utilisé par contre pour dire il ne faudra pas gouverner qu'au nom du Coran. La hakimiyya, etc. Donc le même verset. Donc il n'y a pas les individus. Et puis le texte est tellement flou, je le dis, je le répète, tellement vague qu'on peut lui faire dire ce qu'on veut. Mais à l'intérieur d'une caste, ça demeure toujours des ulama qui entre eux entrent dans des disputes théologiques. Ce n'est pas l'apanage de tout un chacun, contrairement à la norme dans la tradition orale, qui peut être l'apanage de tout un chacun. Encore, non, je pense pas. Et en plus, il y a le choc de la modernité. Vous parlez de l'Avrani, également cette adhésion à l'idéal moderniste et à la franc-maçonnerie qui fait que ça désarticule totalement la légitimité. Pour l'oralité, il y a également des orateurs. Il y a des gens qui manient le verbe. Dans une jama'a, vous aurez 5-6 personnes qui parlent beaucoup et les autres sont silencieux. Donc l'oralité n'est pas démocratique non plus. Donc il y a des gens qui manient, qui savent raconter les légendes, qui savent raconter les contes, qui savent convaincre le qaïd. Surtout, c'est des poètes, souvent des poètes. Donc l'oralité également, l'argumentation, etc. n'est pas l'apanage. Il y a des gens qui n'arrivent pas à aligner 3-4 phrases. Là, je parle de... Mais vous avez raison de dire que c'est lié à un pouvoir. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord, c'est que le pouvoir n'est pas forcément un pouvoir centralisateur. Il y a le pouvoir de l'ajma', il y a le pouvoir du qaïd, il y a le pouvoir du muqaddam, il y a le pouvoir du chef de zamir. Pas forcément le makhzan, etc. Donc il y a des pouvoirs locaux, et ces pouvoirs locaux, on va vous dire, bon, faites ceci et ne faites pas cela. Non, parce que je dis, c'est parce qu'ils échappent au pouvoir. On va devoir interrompre parce qu'ils sont à la périphérie. Parce qu'on a quand même pas mal débordé ce matin. Peut-être un dernier mot, Hassan Rachik, rapidement. Alors, je suis très ravi, sincèrement, je suis très ravi de la discussion. Je suis très ravi du débat et au prochain livre. On vous donne rendez-vous. Il est déjà. Peut-être qu'on peut le faire lire 2 fois pour chaque livre. Pour vous faire plaisir. Allez, moi, c'est l'académie. Déjà 10h23. Hassan Rachik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, sincèrement, merci à vous. C'était très intéressant. Je rappelle que vous êtes auteur du livre Socio-anthropologie rurale, livre que vous pourrez trouver aux éditions La Croisée des Chemins. Merci aussi pour vos interventions.